Throughout her life, Her Majesty the Queen, my beloved mother, was an inspiration, an example. Pour moi et toute ma famille, Sa Majesté la Reine, ma chère mère, a été une source d'inspiration et un modèle tout au long de sa vie. Une lettre, restée fermée depuis des années, était dissimulée dans une chambre silencieuse au cœur du château royal. Elle avait été écrite spécialement pour le roi Charles, fils de la reine Élisabeth, avant sa mort. Elle a demandé qu'elle ne soit ouverte qu'au moment opportun. La lettre a enfin été ouverte et ce qu'elle contient est remarquable. Voulez-vous voir ce qu'elle contient ? Découvrez avec nous la lettre qui a servi de guide à la famille royale. Lorsqu'ils trouvèrent en la lettre, tout se figea. Le silence qui s'ensuivit semblait profond et annonçait la fin d'un événement important. Le monde sembla s'arrêter un instant à la mort de la reine Élisabeth II. Les drapeaux étaient baissés, ils étaient assis devant leur téléviseur. Le cœur de chacun était triste, comme si une porte sur le passé s'était refermée doucement. Pourtant, une petite boîte rouge attendait au loin dans le paisible château de Balmoral où la reine rendit son dernier souffle. Ces boîtes rouges faisaient partie de son quotidien, pas seulement d'un élément décoratif. On lui en envoyait une chaque matin remplie de documents gouvernementaux essentiels, de mises à jour et de choix qui requéraient son attention. Elle continua de les ouvrir, même dans ses derniers jours, alors que son corps commençait à faiblir. Elle n'a jamais renoncé à ses obligations. Même à l'approche de la fin de sa vie, son sens des responsabilités persistait. Cependant, quelque chose de surprenant se trouvait à l'intérieur de la boîte rouge découverte après sa mort. Sir Edward Young, son secrétaire particulier de longue date, l'ouvrit et y trouva plus que les papiers habituels. Il y avait 2 paquets scellés à l'intérieur. Son nom figurait sur l'un, tandis que le roi Charles était sur l'autre. Il ne s'agissait pas de correspondance officielle. Les politiciens et le gouvernement n'étaient pas le public visé. Il s'agissait de correspondances intimes. Entre une reine et celui qui lui succéderait, c'était une relation de mère à fils. Au début, personne ne savait trop quoi penser. Selon d'autres, ce n'était que l'adieu sincère d'une mère. D'autres ont spéculé qu'il s'agirait de ses dernières volontés. Peut-être quelque chose d'important ou de solennel, des murmures silencieux ont commencé. Ce message était-il plus qu'une simple émotion ? Pouvait-il changer quelque chose ? Personne ne pouvait en être certain. Le public n'a pas eu accès à l'intégralité de la lettre. La majeure partie de celle-ci demeure confidentielle aujourd'hui. Cependant, des bribes de ce qui y était écrit ont progressivement fuité, murmurés par des proches de la famille royale. Ce que révèlent ces quelques fragments est touchant. On ne peut s'empêcher de l'imaginer. L'une des femmes les plus célèbres du monde, qui a régné pendant plus de 70 ans, assise tranquillement, seule, un stylo à la main. La fin était imminente, réalisa-t-elle. Sa lettre d'adieu s'adressait à son enfant plutôt qu'au monde entier. Ce n'était pas un message de froideur ou de distance, c'était doux, la chose était chaleureuse. Elle semblait authentique, pleine d'honnêteté et d'amour. On aurait dit la voix d'une mère, malgré le fait qu'il s'agissait de celle d'une reine. Dévoilons maintenant le consensus général sur l'objet de la lettre. Quelles informations y trouve-t-on ? Des mots à même de faire fondre n'importe quel cœur auraient ouvert la lettre. S'il lisait la lettre, lui expliqua-t-elle, cela signifiait qu'elle n'était plus là. Elle poursuivit en exprimant sa fierté pour lui, non pas en tant que monarque, mais en tant qu'être humain. Elle se souvint de tout ce qu'il avait enduré, y compris les années d'attente pour devenir roi, la pression constante des médias et la douleur de la perte de Diana. Elle a vu le fardeau qu'il portait et sa persévérance inébranlable. Malgré les difficultés rencontrées, lui a-t-elle assuré, ce voyage a contribué à faire de lui l'homme qu'il est aujourd'hui. Elle avait le pressentiment qu'il était prêt. Puis vint le moment décisif. Elle écrivit quelque chose qui fit frémir plus d'un. Elle affirmait que le simple nombre de spectateurs rendrait sa couronne plus lourde que la sienne, et non pas à cause de ce qui se passait sur la planète. Tant de signification résidait dans une petite phrase. Cela n'avait rien à voir avec la couronne. Il serait soumis à une forte pression, et tout le monde l'observerait attentivement à chaque instant. Le fait que même les reines s'inquiètent pour leur progéniture rappelle que, même après avoir régné sur des conflits, des transitions et des festivités, on peut encore trouver le temps d'écrire quelque chose d'aussi intime et poignant. Ce papier était plus qu'un simple papier royal. C'était un adieu, une bénédiction, le doux murmure d'une mère à travers le temps, montrant à son fils qu'elle croyait en lui et qu'il pouvait réussir, et que même si elle ne serait plus à ses côtés, son amour serait toujours là, peut-être caché à l'encre, scellé dans une enveloppe ou définitivement rangé dans une boîte rouge. De nos jours, être roi ne se résume pas à porter une couronne et à se conformer aux coutumes. Être constamment vu, évalué et commenté sur tous les canaux d'information, sur les réseaux sociaux et dans les vidéos virales est l'enjeu. La reine Élisabeth l'avait parfaitement compris. Elle avait constaté l'évolution de la fonction et le besoin du public de plus qu'un simple acte protocolaire.
On recherchait un leader authentique, capable de communiquer avec le peuple, de diriger avec compassion et d'être honnête. Elle porta gentiment ce fait à l'attention de Charles dans une lettre privée. Le porteur de la couronne doit vivre dans le présent, lui dit-elle, même si celui-ci a des origines historiques profondes. Au lieu de se contenter de suivre les règles, elle le persuada gentiment de croire en ses émotions. Elle l'incita à parler non seulement avec sa voix, mais avec la sienne. Elle lui faisait tellement confiance qu'elle lui a prononcé cette phrase. Cela allait au-delà d'un simple transfert d'autorité. Il s'agissait de permettre à son enfant d'être un roi et d'être lui-même. Elle a également exposé ses idées sur le véritable sens du pouvoir. Elle croyait qu'aider son peuple passait avant de le dominer. Selon elle, un véritable leader doit entretenir une relation avec son peuple et l'écouter avec ouverture d'esprit. Au fil de la lettre, elle est devenue plus intime. Elle a parlé de sa famille, de ses plaisirs et de ses difficultés. Ses petits-enfants, Camilla et l'amour perdu puis retrouvé figuraient parmi les sujets abordés. Puis elle murmura ce qu'elle avait gardé pour elle, en particulier les moments où elle aurait aimé mieux gérer les choses. Même si elle n'exprimait pas verbalement son amour pour Charles, elle reconnaissait qu'elle n'avait pas toujours été la mère qu'elle aurait voulu être, mais qu'elle avait toujours été là, veillant sur lui, attentionnée, espérant qu'il le sentirait. Ces remarques n'étaient pas seulement des directives ou des conseils, elles étaient empreintes de passion. Ce n'était pas un simple message de la part d'une reine, c'était la dernière lettre d'une mère à son enfant, et elle en a donné au monde un aperçu fort dans ces quelques paragraphes. Nous percevons souvent les rois et les reines comme des personnages lointains, plus proches de statues que de véritables humains. Mais cette lettre a rappelé à tous que derrière les titres royaux se cachent des êtres dotés de souvenirs, d'émotions et de difficultés silencieuses. Elle n'avait pas pour habitude d'écrire cette lettre. Elle a été écrite par une mère. L'une des expériences les plus poignantes de la vie de Charles a dû être la lecture de cette lettre. Des années s'étaient écoulées avant qu'il ne devienne roi. Et malgré tout cela, il se tenait dans l'ombre d'une reine respectée dans le monde entier. Il semblait impossible à quiconque de se préparer réellement à sa place. Mais plus précieux que n'importe quelle couronne, sa lettre lui offrait quelque chose. Il gagna confiance, satisfaction et reçut sa dernière bénédiction. Celle-ci lui conseilla de suivre sa propre voie plutôt que de chercher à l'imiter. Même en lisant seulement les lettres, on comprend que le roi Charles en avait besoin, car tout semblait aller mal dès le premier jour de son règne. L'impact de la lettre. Les spécialistes de la famille royale prédisent que cette lettre restera dans les mémoires comme l'une des plus poignantes et significatives jamais envoyées par un roi ou une reine britannique. Non pas parce qu'elle révélait des secrets importants ou contenait des affirmations surprenantes, mais plutôt parce qu'elle était d'une véracité absolue. Cette lettre contient certains mots que les gens répètent et retiennent déjà. Elle mentionne le poids de la couronne dans ce passage. Le passage où elle parle de regarder sans parler tout le temps. Son héritage est façonné par ces phrases. Derrière chaque image royale impeccable se cache une personne aux sentiments intenses, aux choix personnels et aux nombreux sacrifices, comme le montre clairement cette lettre. Dans sa dernière lettre, la reine Élisabeth a condensé tout cela en quelques paragraphes manuscrits et clairs. Ce livre sert de guide au roi Charles et est bien plus qu'un simple souvenir. Il est peut-être conservé dans un endroit sûr et paisible, mais il réside probablement dans son cœur et non dans sa poche chaque jour. Le chagrin de perdre une mère est indescriptible, mais il est exacerbé lorsque cette mère a été une dirigeante nationale pendant près de 70 ans. Cela devient un devoir, un héritage, une chose incalculable. Charles est désormais responsable de cet héritage. Il comprend le sens de l'attente. Il fut le dernier personnage de l'histoire britannique à attendre le trône. Et il fut entouré d'un roi qui semblait plus grand que nature pendant toutes ces années. On se demandait s'il en serait capable, bien sûr. Était-il à la hauteur de la situation? La réponse à cette question se trouve peut-être dans cette lettre. Cela prouve qu'il n'a pas besoin d'être l'exacte copie de sa mère. Il doit simplement prendre les devants avec la même passion qu'elle. Si sa lettre était pleine de vérité, d'amour et de soutien, Charles se sentirait plus que jamais prêt à diriger à sa manière et à servir. Il y a une différence entre recevoir une bénédiction et revêtir une couronne. La différence est énorme lorsque ce don est offert par une mère comme la reine Élisabeth, réputée pour son élégance, son pouvoir et sa sagesse. Bien que destiné à un seul lecteur, son mot d'adieu est universel. Le présent est toujours guidé par la douce voix du passé. Cette lettre était plus qu'un simple adieu. C'était un cadeau, une leçon d'adieu et une vérité silencieuse qui résonne longtemps après sa disparition. N'oubliez pas que des sujets plus importants concernent la famille royale, même si nous rendons hommage à la reine pour son travail visant à rédiger cette magnifique lettre. Nous vous dévoilerons celles qui retiendront votre attention. De 1445 à 1450, la princesse Anne a révélé des informations sur le palais de Buckingham.
Le public vient d'apprendre la vérité sur la présence de la princesse Anne au palais grâce à son discours touchant. Vivre dans un château royal entouré de luxe, de beauté et de confort semble un fantasme pour beaucoup. Pourtant, Anne a souvent vécu l'inverse. Elle a révélé qu'au-delà des murs étincelants et de la façade royale, sa vie était empreinte d'un stress intense, de souffrances silencieuses et d'un profond sentiment d'isolement. Ce n'était pas seulement une structure à laquelle elle avait fait ses adieux au palais de Buckingham. Il s'agissait de dire la vérité qu'elle avait longtemps gardée pour elle. Et personne n'était préparé à ce qu'elle disait. Malgré sa grandeur et sa notoriété, Anne avoua qu'elle ne s'y sentait jamais chez elle. Tel un oiseau dans une cage dorée, elle s'y sentait souvent prisonnière. Elle menait une vie où chacun observait ses moindres faits et gestes. Porter des vêtements raffinés et assister à des occasions importantes n'étaient que deux aspects de la royauté. Pour répondre aux attentes des autres, il fallait sacrifier son propre plaisir. Elle reconnaissait que, même si elle possédait tout ce que l'argent pouvait acheter, il lui manquait encore quelque chose. Elle n'avait jamais vraiment été libre de vivre pour elle-même. En repensant à ses années passées au palais, Anne était honnête quant à la difficulté de la vie. Même dans les moments d'épuisement ou de tristesse, elle devait garder le sourire devant les caméras. En réalité, la vie vantée par les autres était chargée de responsabilités et lui laissait peu de temps pour ses propres besoins. Elle a révélé qu'avoir une famille royale ne garantissait pas de tout avoir. En réalité, il y avait des moments où cela signifiait moins d'autonomie, de tranquillité et de contrôle sur ses propres décisions. Anne a également parlé avec franchise de son sentiment de solitude au palais. Malgré la présence de sa famille et de ses employés à proximité, elle avait souvent l'impression que personne ne comprenait vraiment ce qu'elle ressentait. Le palais était vaste et chargé d'histoire, mais c'était aussi un lieu où elle avait souvent l'impression que sa voix était ignorée. Beaucoup la considéraient comme une princesse silencieuse et puissante qui n'exprimait jamais son désaccord. Cependant, elle portait un lourd fardeau émotionnel qu'elle seule connaissait pleinement. Anne a clairement fait comprendre que quitter le château était bien plus qu'un simple départ et un adieu passionné. Il s'agissait de reprendre sa vie en main. Vivre sous les projecteurs qui l'empêchèrent d'être elle-même était quelque chose qu'elle ne désirait plus. Elle en avait assez de feindre la perfection alors qu'elle ne l'était pas. Elle exprimait ainsi qu'elle en avait assez de dissimuler ses véritables sentiments à ce moment précis. Parce qu'il offrait un aperçu unique et sincère de ce que signifie réellement être une princesse, le récit d'Anne a ému de nombreuses personnes. Les gens ont toujours été attirés par la famille royale car ils croient que leur vie est belle et pleine de bonheur, mais cette image a été altérée par les propos d'Anne. Elle a sensibilisé chacun au coût humain que représente le fait de vivre sous une surveillance et une pression constante. Elle a rappelé à tous que derrière chaque membre heureux de la famille royale se cache quelqu'un qui traverse peut-être une période difficile en privé. Ces adieux ont bouleversé la perception publique de la monarchie. Ils ont remis en question la pression exercée sur les membres de la famille royale et le peu de liberté dont ils disposent pour s'exprimer pleinement. Autrefois occultée par le devoir et la tradition, la voix d'Anne était désormais forte et claire. Son courage a permis à de nombreuses personnes de mieux comprendre la vie au sein de la famille royale. On ignore encore ce qu'il adviendra de la famille royale. Une chose est néanmoins évidente, le dialogue suscité par la franchise d'Anne pourrait bien engendrer un changement. Son histoire démontre que des difficultés cachées peuvent exister même dans les vies les plus aisées. En disant sa vérité, elle a non seulement atteint sa libération personnelle, mais a aussi permis à d'autres de faire de même. Son récit nous rappellera avec force que les luttes les plus difficiles sont souvent celles que personne d'autre ne voit, en plus d'être un adieu royal. Quitter la scène royale. Le départ émouvant de la princesse Anne du palais de Buckingham n'a pas seulement fait chaud au cœur. Il a également révélé un aspect de la vie royale auquel beaucoup n'avaient jamais pensé. En réalité, ce que le public a perçu comme un simple adieu était bien plus complexe. Ce n'était pas aussi simple que de quitter un lieu. Le mode de vie rigide qui avait dominé la vie d'Anne pendant des années touchait à sa fin. Ses propos, chargés d'émotion, ont révélé ce qu'elle avait longtemps gardé secret. Et il devint évident lorsqu'elle prit la parole que des années de lutte silencieuse avaient conduit à son choix. Ce changement ne fut pas brutal pour Anne, elle reconnut qu'elle désirait ardemment s'en sortir depuis longtemps. Au sein de la famille royale, elle avait toujours été vénérée, mais elle avait souvent le sentiment de ne pas y avoir sa place. Elle ne se sentait plus chez elle à Buckingham Palace malgré sa grandeur et son histoire. Le lieu lui était devenu bien plus étranger qu'auparavant. Le palais représentait le sacrifice et la responsabilité, mais il ne lui procurait pas le bonheur et la tranquillité qu'elle recherchait, comme elle l'avait clairement exprimé dans son discours. Bien qu'elle paraisse joyeuse, elle luttait contre un sentiment de vide intérieur. De nombreuses questions surgirent après le départ d'Anne. Était-elle simplement lasse de faire semblant d'être heureuse? Ou s'agissait-il d'un message subliminal adressé au monde entier? La royauté est bien plus complexe qu'il n'y paraît.
Ces propos sincères ont offert une occasion unique de découvrir la véritable nature de la vie au-delà des murs royaux. La vie royale, perçue par beaucoup comme luxueuse et confortable, était soumise à des attentes routines strictes qui laissaient souvent peu de place à la liberté individuelle. Le récit d'Anne a dissipé cette illusion. Même les membres de la famille royale se sentent épuisés et pris au piège, a-t-elle clairement fait comprendre. L'acte audacieux d'Anne pourrait être plus qu'une simple décision personnelle. Peut-être s'agit-il d'une protestation silencieuse contre la rigidité de la vie royale. À ce stade, on commence à se demander si les autres membres de la famille partagent leurs sentiments. Quel serait l'impact sur le reste de la famille royale si Anne, réputée pour son dévouement et son élégance, pouvait entreprendre un geste aussi important ? Son choix a ouvert un nouveau débat sur la question de savoir si l'image royale justifie ce sacrifice personnel. Non seulement Anne a abandonné un château, mais elle a aussi repris sa vie en main en partant. Son choix était à la fois inspirant et courageux. Elle a démontré qu'une personne née pour le devoir pouvait néanmoins choisir le bonheur, et ses efforts pourraient désormais conduire à un changement qui dépasserait largement les limites du palais. Cela pourrait inciter d'autres personnes à se manifester ou à sortir de l'ombre. Ce moment restera à jamais gravé dans la vie d'Anne. Non seulement elle a laissé derrière elle un lieu réputé pour sa beauté et sa force, mais elle a aussi rappelé au monde que même ceux qui semblent tout avoir peuvent se sentir perdus. Ces adieux ont laissé des séquelles dont l'impact pourrait durer des années. Que les futurs membres de la famille royale choisissent ou non de suivre ses traces, les adieux d'Anne constituent un événement marquant. La décision d'une femme de vivre sa vie comme elle l'entend a été le catalyseur du changement de perception de la famille royale par le public. La décision de la princesse Anne de quitter le palais de Buckingham est le signe que quelque chose de plus important se produit au sein de la famille royale que sa vie privée. Elle bouleverse également les règles et les traditions royales. Être royal pendant très longtemps signifiait vivre une vie déterminée par la tradition plutôt que par le choix, obéissant à des règles strictes et remplissant ses obligations sans se poser de questions. Cependant, il semble que les choses évoluent progressivement après les adieux larmoyants d'Anne. Son choix est peut-être le premier signe que le poids de la vie royale commence à s'atténuer. Cela pourrait-il indiquer que la famille royale s'adapte enfin à la vie moderne ? Anne n'a pas simplement abandonné son poste. Son départ semble soulever une question importante. Comment la famille royale devrait-elle fonctionner à l'heure actuelle ? Compte tenu de la transparence croissante de la société actuelle en matière de santé mentale et de bonheur, les propos sincères d'Anne suggèrent que même la famille royale, malgré tous ses titres et avantages, traverse des difficultés émotionnelles similaires. Bien que la famille royale soit depuis longtemps saluée par le public pour son sang-froid et son élégance, les actions d'Anne démontrent que même elle a ses limites. On ne peut s'empêcher de se demander si cela marque le début d'un changement dans les valeurs de la famille royale, où l'amour et les coutumes sont tout aussi importants. La façon dont la décision d'Anne s'inscrit dans les épreuves silencieuses que traversent d'autres membres plus jeunes de la famille royale lui confère une telle force. Le prince Harry et Meghan Markle ont pris du recul par rapport à leur vie royale et les plus jeunes membres de la famille sont désormais plus stressés que jamais. Il semble que la famille royale soit à l'aube d'une transformation majeure. Le départ d'Anne pourrait être la première étape vers des discussions inédites sur la signification de la royauté à notre époque. De plus, grâce à cette décision, les futurs membres de la famille royale pourraient se sentir plus à l'aise pour en faire autant. Nombreux sont ceux qui ont été surpris par les propos d'Anne, mais une question se pose. A-t-elle simplement parlé de sa propre expérience, ou cela reflète-t-il un sentiment plus large au sein de la famille ? Malgré sa loyauté et son dévouement de longue date à sa fonction, les adieux en larmes d'Anne ont démontré à quel point elle aussi ressentait le poids du respect des règles. Ce n'est pas seulement pour elle, c'est l'occasion pour chacun de réfléchir à l'évolution du leadership, de l'indépendance et de la capacité à suivre sa propre voie, et pas seulement au sein de la famille royale. Une question importante demeure. Les autres membres de la famille royale seront-ils motivés à suivre son exemple, ou tenteront-ils de garder leur sang-froid et de poursuivre comme par le passé ? Seul l'avenir nous le dira. Mais la décision de la princesse Anne a incontestablement marqué l'histoire de la monarchie. Qu'en pensez-vous alors ? Le choix d'Anne encouragera-t-il les autres membres de la famille royale à prendre leur vie en main, ou le palais continuera-t-il à fonctionner selon les mêmes vieilles coutumes ? Pendant que vous y réfléchissez, parlons d'un autre drame familial royal fascinant. Gardez un œil dessus, car c'est peut-être quelque chose que vous avez toujours attendu. Laura Lopes, la puissante et silencieuse derrière le trône. Partout dans le monde, le passage de la reine Camilla de la vie privée à celle d'épouse du roi Charles XIII a suscité de nombreuses discussions. Sa métamorphose en reine consort a été l'un des événements les plus surprenants et les plus suivis de l'histoire royale.
Malgré l'attention qu'elle suscite, sa fille Laura Lopes a elle aussi vécu en silence les hauts et les bas de ce voyage. Camilla était mariée à Andrew Parker Bowles, un ancien officier de l'armée, bien avant de rejoindre officiellement la famille royale en 2005. Ils ont 2 enfants, Laura et Tom. La passion de Tom pour la cuisine l'a aidé à s'imposer et il est régulièrement sous les feux des projecteurs. Laura, quant à elle, optait pour un style de vie beaucoup plus sobre, évitant les obligations royales et les appareils photo tape à l'œil. Cependant, ce calme fut perturbé. Laura révéla avec une grande franchise l'impact qu'avait eu sur elle l'accession au trône de sa mère. Ces déclarations ont offert à chacun un aperçu unique des difficultés rencontrées par une personne mêlée aux affaires royales sans l'avoir jamais sollicitée. Son récit, éclairant, intime et poignant, aide à mieux comprendre ce que signifie être associé à la couronne. Avant de révéler ses déclarations, rappelons rapidement son histoire. Le premier jour de l'année 1978, Laura naquit dans un monde à l'écart des portes royales, celui du luxe et du confort. Les traditions de la haute société, mais pas celles liées aux couronnes ou aux titres royaux, imprégnèrent son enfance. Elle étudia l'histoire de l'art à l'université Oxford Brookes après avoir fréquenté l'école préparatoire Haywood. Elle aimait grandir avec son frère Tom dans une famille aisée, sûre et apparemment typique. Cependant, les choses commencèrent à changer lorsque des rumeurs sur la relation solide de sa mère avec Charles commencèrent à circuler dans des conversations informelles. Laura découvrit immédiatement que tout le monde surveillait sa famille, même si elle n'était qu'une petite fille. Dans l'histoire du prince Charles et de la princesse Diana, les médias ont souvent présenté sa mère Camilla comme l'antagoniste. Cette image publique impitoyable a suivi Laura partout. Elle a été critiquée par ses professeurs, ses camarades de classe et même de parfaits inconnus à cause des rumeurs concernant sa mère. Laura, qui était encore en phase d'apprentissage des relations humaines et du véritable sens de l'amour, a trouvé la vie difficile à cause de ses idées reçues. Pour comprendre la complexité du monde qui l'entourait, elle s'est sentie obligée de mûrir rapidement. Elle a raconté que ses premières années n'ont pas été calmes, mais plutôt tendues, en raison du conflit entre la perception de sa mère dans le monde extérieur et la personne affectueuse qu'elle connaissait à la maison. Le divorce de ses parents en 1995 marqua une autre étape importante dans la vie de Laura. Le poids de tout cela était difficile à ignorer, malgré tous les efforts des adultes pour la protéger des rumeurs et des publications. Mais Laura admira toujours sa mère, quelles que soient les difficultés. Malgré les critiques non médiatiques, elle respectait la résilience de Camilla. Laura fut profondément marquée par l'élégance de sa mère. Puis 2025 arriva, l'année où tout bascula. Lorsque Camilla épousa Charles, elle devint duchesse de Cornouailles et le monde de Laura changea radicalement. Contrairement à William et Harry, les fils de Charles, Laura n'était pas née dans la royauté. Lorsqu'elle fut inopinément liée à la famille royale d'une manière qu'elle n'avait pas choisie, elle était déjà adulte. Pour elle, cette transition fut difficile. Sa vie, jusque-là privée, devint soudain publique. Elle dut affronter la foule, se tenir devant des flashs d'appareils photo et respecter des coutumes auxquelles elle n'avait pas été habituée lorsqu'elle assistait à des cérémonies royales. Laura avait l'impression de ne pas être à sa place dans cet environnement, même si elle aidait sa mère. Elle trouvait cette attention gênante. C'était particulièrement difficile pour quelqu'un qui souhaitait simplement vivre en silence lors des grandes occasions, lorsqu'il lui fallait se comporter d'une manière particulière ou respecter certaines règles. La relation de Laura avec ses demi-frères, le prince William et le prince Harry, intrigue particulièrement. Bien qu'ils appartiennent aujourd'hui à la même famille élargie, ils ont toujours entretenu une relation plutôt distante. Malgré leur manque d'intimité, ils se témoignent mutuellement du respect. La raison est facile à comprendre. Harry et William ont tous deux évoqué la souffrance causée par la relation de leur père avec Camilla et le divorce de leurs parents. Ils se sont naturellement éloignés de Laura à cause de ses profondes cicatrices émotionnelles. Elle n'a pas participé à leurs premières années et leur passé commun est rempli de souvenirs douloureux et déprimants. Laura en était consciente et n'a jamais cherché à avoir accès à leur vie. Laura a su garder son sang-froid et sa vie privée tout au long de cette épreuve. Sa récente franchise, révélant avoir grandi durant l'une des périodes les plus tumultueuses de l'histoire de la famille royale, a offert un nouveau regard sur sa vie. Elle a démontré comment, alors même que le monde assistait à l'accession au trône de Camilla, une autre personne vivait silencieusement la même histoire et en portait le fardeau différemment. Laura a su gérer son lien royal avec grâce, même si elle ne l'avait jamais demandé. Son récit rappelle que derrière chaque personnalité se cachent des membres de la famille confrontés à des difficultés que nous ignorons. Selon des proches de la famille royale, les premières années suivant le mariage de Camilla avec le roi Charles, la situation n'était pas toujours harmonieuse à huis clos. Selon certaines sources, Laura et le prince William auraient eu plusieurs disputes intenses.
Toujours en deuil de sa mère, la princesse Diana, et profondément attaché à sa mémoire, William imputait parfois à Camilla une grande partie des souffrances de sa mère. Ayant toujours été très protectrice envers sa propre mère, Laura ne se laissait pas aller à la complaisance. Elle estimait que sa mère avait été injustement critiquée et soutenait que le prince Charles était également largement responsable des souffrances endurées par leur famille. Ces disputes résultèrent de deux individus tentant d'aborder le même sujet de manière très différente et non d'une animosité. Ils portèrent tous des cicatrices émotionnelles personnelles et prenèrent la défense du parent qui leur était le plus cher. Cependant, Laura n'a jamais rendu ces disputes publiques, même si elle éprouvait parfois des émotions intenses en privé. Contrairement au prince Harry, qui a fini par parler publiquement de ses expériences désagréables avec la famille royale, elle a choisi de garder le silence. Son livre, Spare, a ravivé de nombreuses émotions lors de sa publication. Il y a présenté la reine Camilla sous un jour négatif, l'accusant de se préoccuper davantage de son image publique que des conséquences de ses actes. Laura n'a pas parlé du livre en public, mais d'autres personnes qui la connaissaient bien ont dit qu'il l'avait profondément marquée. Être dépeinte de manière aussi négative par un membre de sa famille a révélé de vieilles blessures émotionnelles et a encore aggravé sa relation déjà fragile avec ses demi-frères. Laura est restée concentrée sur son propre voyage malgré tout ce qui se passait autour d'elle. Elle resta à l'écart de la vie royale et mena une belle carrière dans le monde de l'art. Les titres et le statut familial n'avaient aucune importance pour elle. Après avoir collaboré avec des organisations prestigieuses comme la collection Peggy Guggenheim de Venise, Laura cofonda Eleven, une galerie londonienne où elle apporta son soutien à des artistes émergents. Son amour pour la peinture est devenu un moyen d'indépendance plutôt qu'une simple carrière. Selon beaucoup de ceux qui la connaissent, Laura est forte, posée et indifférente à l'attention ou à la célébrité. Laura n'a pas laissé le titre officiel de reine consort de sa mère altérer sa personnalité. Elle a gardé une certaine discrétion et s'est consacrée à son travail et à sa vie privée. Laura a également établi une relation solide et authentique avec sa famille. Elle a épousé Harry Lopes, un ancien mannequin devenu expert comptable, en 2006. Les familles Parker Bowles et Royal étaient réunies lors de leur mariage, célébré dans une église paisible du Wiltshire. Laura témoignait avec délicatesse de son lien étroit avec sa mère en portant une robe signée Anna Valentine, la même créatrice qui avait confectionné la tenue de Camilla lors de son mariage avec Charles. Plus tard, Laura et Harry eurent 3 enfants, des jumeaux, Gus et Louis, et une fille, Elisa. Dès le début, Laura était déterminée à offrir aux enfants une existence paisible et normale. Elle souhaitait les protéger de la stigmatisation et de l'agitation liées à leur association avec la famille royale. Malgré la brève apparition d'Elisa comme demoiselle d'honneur au mariage du prince William et de Kate Middleton en 2011, Laura a depuis gardé ses enfants à l'écart des projecteurs. Elle a toujours pensé qu'il était plus important de grandir dans la solitude, loin des flashs des appareils photos et des attentes royales, que d'assister aux événements royaux. Sa priorité a toujours été d'offrir à sa famille un foyer chaleureux, sûr et typique, où l'amour prime sur les titres ou l'image publique. Les liens intimes de Laura avec la famille royale la ramènent souvent sous les feux des projecteurs, malgré ses efforts constants pour préserver sa vie privée. Même si elle chérit sa solitude, elle ne peut échapper à certaines cérémonies royales importantes. En 2023, l'un des événements les plus mémorables fut le couronnement du roi Charles III et de la reine Camilla. Les fils jumeaux de Laura y ont participé, se tenant aux côtés de leur grand-mère comme pages d'honneur. L'événement était très poignant et semblait symboliser le rapprochement entre les familles actuelles et passées de Camilla. Laura, quant à elle, est restée discrètement en retrait malgré le rôle important de ses enfants, visiblement mal à l'aise sous les feux de la rampe. Selon ceux qui la connaissent, elle gère ses responsabilités publiques avec assurance, tout en restant discrète et en évitant les contacts excessifs avec les autres membres de la famille royale. Le lien que Laura entretient avec sa mère est l'un des aspects les plus importants de sa vie. Elle éprouve un profond respect pour la résilience de Camilla et sa capacité à surmonter toutes les critiques qu'elle a reçues au fil des ans. Par ailleurs, Laura reconnaît les difficultés que leur famille a rencontrées en raison de la relation de Camilla avec Charles. Laura et Camilla se sont peu à peu éloignées l'une de l'autre, tandis que Camilla prenait pleinement sa place au sein de la famille royale. Nombre des moments paisibles et quotidiens qu'elle partageait autrefois entre mère et fille avaient disparu. Leur relation reste cependant solide. On dit que Laura était la meilleure amie de Camilla et la seule personne sur laquelle elle peut toujours compter dans les situations difficiles. Selon certaines sources, la reine Camilla serait très mal à l'aise en sa présence, non pas par peur, mais plutôt parce qu'elle apprécie la vie et le soutien de sa fille. Cela en dit long sur leur intimité et leur confiance mutuelle. Il n'a pas été facile pour Laura d'être sous les feux des projecteurs. De son mariage à la naissance de ses enfants, les médias ont suivi sa vie de près.
Laura a accompli beaucoup de choses seule, mais ses accomplissements semblent souvent passer inaperçus. Au lieu de cela, l'attention revient sans cesse sur le drame royal qui semble les accompagner, ainsi que sur le passé de sa mère. Laura a eu du mal à s'y faire. Malgré tous ses efforts pour se créer une voix qui lui soit propre, il lui est devenu plus difficile d'échapper aux projecteurs malgré tous ses efforts, car la reine Camilla et le roi Charles sont désormais au cœur de la monarchie. De plus, la carrière de Laura n'a pas toujours été facile. Un jour, avec quelques amis, elle a fondé une boutique de mode nommée Mojo & McCoy. Située dans le pittoresque village de Hungerford, la boutique vendait des vêtements tendance et haut de gamme destinés aux consommateurs aisés de la région. L'entreprise semblait prometteuse au début, mais malgré tous ses efforts, la boutique n'a pas connu les succès escomptés et a dû fermer. Laura a traversé une période difficile, mais elle a persisté. Selon ses proches, elle pourrait consulter le roi Charles avant de se lancer dans quoi que ce soit de nouveau. Elle admire sa capacité à persévérer malgré les difficultés, car elle a vu comment il gère les situations difficiles. De plus, cela témoigne de l'évolution de la relation de Laura avec son beau-père au fil du temps. Elle le considère désormais comme quelqu'un à qui elle peut se confier pour trouver soutien et orientation dans les moments difficiles. Des rumeurs circulent constamment concernant l'avenir de Laura. On spécule parfois qu'elle ou son frère Tom pourraient obtenir des titres royaux, mais ils ont toujours nié ces allégations. Laura a exprimé son désintérêt pour un poste royal et les devoirs qui y sont associés. Elle aspire à une vie sereine, pleine d'amour et de moments privilégiés en famille. Elle est dévouée à sa carrière de peintre et continue de prendre toutes les précautions pour garder son calme et éviter les exigences de la célébrité royale. Néanmoins, le lien de Laura avec le trône ne disparaîtra probablement jamais vraiment, malgré tous ses efforts pour s'en éloigner. Fille de la reine Camilla, la position de Laura au sein de la famille royale est discrète mais solidement établie grâce à sa présence constante aux cérémonies royales importantes, à sa force tranquille de femme et à sa tendre attention maternelle. Tom Parker Bowles, tout comme Laura, a récemment fait parler de lui. Et les propos tenus à son égard ne sont pas flatteurs. Le drame de Tom au tribunal. Ce mardi matin n'avait rien d'extraordinaire, c'était simplement un jour comme les autres. Pourtant, dans l'un des quartiers les plus obscurs de Londres, quelque chose se produisit discrètement. Dans le paisible quartier diplomatique de la ville, Tom Parker Bowles arriva dans un bâtiment gouvernemental terne et banal. Pas une seule foule ne s'était rassemblée. Aucun journaliste n'attendait et aucune lumière n'était allumée. On ne s'attendait pas à voir quelqu'un comme lui dans un tel cadre. L'entrée semblait simple et bien gardée. Malgré l'absence d'uniformes et d'insignes, l'attitude solennelle et posée des gardes témoignait d'une formation rigoureuse et d'un sérieux. Tom ne portait pas non plus de tenue tape à l'œil. Son costume gris uni ne trahissait en rien son identité. Il disparut de la vue après être entré par une entrée latérale. Malgré ses liens étroits avec la famille royale, il était considéré par beaucoup comme un auteur et un critique culinaire réputé qui s'était forgé une solide réputation. Pourtant, son visage ne révéla rien ce jour-là. Il avait l'air de quelqu'un qui a déjà pris conscience de ce qui allait arriver. Tout changea lorsque les portes se refermèrent derrière lui. L'espace intérieur ne ressemblait pas à une salle d'audience classique. Selon quelqu'un qui l'a vu, la scène ressemblait davantage à une audience privée qu'à une véritable procédure judiciaire. Il y avait très peu de personnes dans la petite salle sans fenêtre. 3 juges étaient assis au premier rang, tous l'air sérieux. Même leurs noms complets ont été omis par les avocats. Il est également étrange que Tom n'ait pas choisi sa défense. Quelqu'un d'autre l'a fait, peut-être les autorités chargées de l'affaire. Il ne semblait pas que justice soit faite ici. Il s'agissait plutôt d'une opération bien orchestrée destinée à protéger un objet plus vaste. Aucun document public n'a jamais révélé les accusations portées contre lui. Mais selon certains spécialistes de la sécurité diplomatique, le problème provenait des contacts secrets de Tom avec des étrangers. Certains étaient soupçonnés d'avoir des liens avec des agences de renseignement internationales, tandis que d'autres collaborait avec des médias étrangers. Il était apparemment surveillé depuis un certain temps. Peu à peu, les conversations légères avec les journalistes et les chefs ont pris une tournure plus sérieuse et dangereuse. Selon un ancien collègue de Tom qui a souhaité garder l'anonymat, les conversations de Tom ont progressivement dévié vers des sujets plus risqués. Il aurait notamment évoqué les activités quotidiennes de la famille royale, les mesures de sécurité en place et, plus surprenant encore, les conversations privées entre des responsables gouvernementaux importants et des membres de la famille royale. Les informations qu'il aurait divulguées étaient bien plus que de simples rumeurs. Les petits drames et les scandales privés n'étaient pas au cœur de l'affaire. La plupart des gens ont trop peur d'aborder le domaine délicat où la monarchie et le monde politique se rencontrent en privé. Durant les 7 longues heures d'audience, Tom était resté silencieux.
Lors des interviews et des apparitions publiques, il est resté calme et courtois. Il ne prenait la parole que lorsqu'on le lui demandait et il n'a jamais utilisé de langage violent pour se défendre. Comme s'il avait accepté son destin dès le départ, il semblait l'avoir accepté, selon ceux qui l'ont vu. Même ceux qui s'attendaient à un événement sérieux furent surpris lorsque la décision finale fut prise ce soir-là. Tom n'allait pas être emprisonné, du moins pas au sens conventionnel du terme. Le verdict était encore plus sévère. Il devait être immédiatement conduit dans un lieu secret. Là, il n'aurait aucun accès au monde extérieur. Pas d'internet, pas de téléphone, pas d'écriture et pas de visite sans autorisation d'une autorité supérieure. Tout le monde comprenait ce que la justification invoquée, l'isolement protecteur pour des raisons de sécurité nationale, impliquait réellement. L'exclusion de Tom Parker Bowles de la vie publique était définitive. Il a transmis un dernier message discret au chef des gardes de sécurité alors qu'on le conduisait vers la sortie par une sortie secrète. Que pensez-vous de ces drames royaux? Croyez-vous que la lettre de la reine Elisabeth à son fils ait été écrite pour cette raison? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner. Merci d'avoir regardé et j'espère vous revoir dans la prochaine vidéo.